Alors, on va commencer aujourd'hui les problèmes sur le chapitre 19. On a un disque Bonjour docteur. Bonjour. On a un disque de papier de masse 40 kg qui était au repos sur un mur qui est caractérisé par un coefficient de frottement cinétique égal à 0,2. Si une force verticale de norme 40 newtons est appliquée sur le disque, on veut déterminer la vitesse angulaire du disque après 6 secondes, sachant qu'il démarre du repos. On néglige la masse du papier qui va être tiré lors du roulement et on considère que le rayon de gyration du disque autour du point O est donné KO égale à 80 mm. Alors, dans ce problème, on a un disque de papier, un rouleau si vous voulez, rouleau de papier, et on applique une force verticale qui va donner une vitesse angulaire au rouleau. Maintenant, notre but est de déterminer la vitesse angulaire après un certain temps. Toujours, lorsque vous avez un temps et un état initial et état final, vous pouvez penser au principe du moment cinétique et de la quantité de mouvement. On peut faire deux équations toujours, penser toujours à deux équations. Une pour le principe de quantité de mouvement et une pour le principe de moment cinétique. Parfois, vous avez besoin d'une des deux équations. Parfois, vous avez besoin des deux équations. Ça dépend. Alors, ce que vous devez faire, vous devez essayer d'écrire les équations, voir combien d'inconnus on a et bien sûr, si on a besoin d'autres équations, on peut penser à quelque chose d'autre. Et la première étape dans n'importe quel problème, c'est de dessiner le diagramme des forces pour savoir quels sont nos inconnus. Déjà, on ne connaît pas la vitesse angulaire finale. Et la première inconnue, c'est la vitesse angulaire finale de notre disque. Plus, ils ont dit que toujours, on doit savoir si on peut utiliser roulement sans glissement ou non. Et on doit regarder la donnée pour voir s'ils nous disent roulement sans glissement, on peut relier la vitesse angulaire à la vitesse linéaire. Si dans le cas où on a glissement, on ne peut pas le faire. Alors toujours, on doit voir la donnée pour savoir si on peut utiliser cette relation ou non. Ici, ils nous ont donné le coefficient de frottement cinétique. Ils n'ont pas donné le coefficient de frottement statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a glissement entre le rouleau et le mur. Et lorsqu'il y a un glissement, je ne peux pas utiliser le concept de roulement sans glissement. Je ne peux plus dire que V égale à oméga fois R. Alors, on doit faire attention à cela. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, on va tracer le diagramme des forces et essayer de voir quels sont les inconnus qu'on a. Premièrement, on a bien sûr la force P appliquée à notre rouleau. La force P est donnée, sa norme est de 40 newtons. On a aussi bien sûr le poids du rouleau. On a la masse du rouleau égale à 40 kg. On peut trouver son poids égal à 40 fois 9,81. Maintenant, on a aussi que ce rouleau est attaché à une barre sans masse, de masse négligeable OB. Alors, vous savez que une barre de masse négligeable va transmettre les forces selon la barre. Alors, la force FAB va être selon OB. Maintenant, si elle est vers le haut ou vers le bas, on peut faire une supposition. D'après le calcul, on va savoir si elle est vers le haut ou vers le bas. Maintenant, on a aussi le contact avec le mur. Avec le mur, on a la force normale et on a la force de frottement. Et comme ils ont dit que le frottement est cinétique et non pas statique, alors on sait que la force de frottement est donnée par μk fois 1. Maintenant, comment va agir la force de frottement? La force de frottement ici, va essayer d'opposer, si vous voulez,
la force de frottement, toujours, pour savoir son sens, on peut faire une petite analyse. Okay? Ici, ce qui va se passer, la force P va essayer de causer une rotation du rouleau, okay? Autour du point O. Et la force de frottement va essayer d'opposer cet effet. Alors, elle va essayer de créer une rotation dans le sens contraire. Alors, on peut mettre ici la force de frottement vers le haut égale à mu Kn. Elle va opposer la rotation du rouleau. OK? Maintenant, quels sont nos inconnus? On ne connaît pas FAB. On ne connaît pas la force normale. Et la force de frottement est reliée à la force normale. Déjà, on a deux inconnus ici, FAB et N, n'est-ce pas? Et plus, on ne connaît pas la vitesse angulaire finale. Et comme on a un certain temps, delta t égale à 6 secondes, on peut penser à appliquer, comme on a dit, le principe de la quantité de mouvement et le principe du moment cinétique pour voir quels sont les inconnus qu'on peut trouver dans ce cas. OK? Maintenant, pour commencer, si je commence avec le principe de quantité de mouvement, toujours, faites attention, quand j'applique le principe de quantité de mouvement, je considère la vitesse du centre de gravité de mon système. Et si je prends le disque comme système, mon système c'est le disque, ok? On a que le centre du disque ici, regardez qu'est-ce qui se passe. Ici, le centre du disque O, ok, ne se déplace pas. Pourquoi il ne se déplace pas? Car on a que ce qui va se passer ici, on va avoir seulement un roulement. Le rouleau va tourner autour de O. O est fixe. OK? Car on a cette distance fixe. Cette distance est fixe. C'est le rayon. Et cette distance aussi est fixe. OK? Alors, O ne peut pas bouger dans ce cas. Il va rester à la même position. Il y a juste ce qui va se passer. Mon rouleau va tourner autour de O. OK? Et le frottement va essayer d'opposer ce mouvement de rotation. Alors, comme O est fixe, on ne peut pas bouger. Okay? Alors, sa vitesse va rester nulle à l'état initial et à l'état final. Alors, si j'applique le principe de quantité de mouvement, que la masse fois, vous savez que dans ce cas ici, O ne va pas se déplacer dans X et ne va pas se déplacer dans Y aussi. Si vous voulez ici, le principe de quantité de mouvement est équivalent à quoi? Il est équivalent à la loi, à appliquer la loi de Newton, somme des forces égale MA, n'est-ce pas? Égale MAG. Si j'écris somme des forces sur le disque égale à MAG, ou MAO ici, car O est le centre. O est fixe, AO est nul. Et comme AO est nul, alors somme des forces égale 0 peut être décomposée en deux équations. Une en X, une en Y. Mais ça va me donner somme Fx égale à 0. Et somme Fy aussi égale à 0. Alors, si je n'ai pas fait attention à ça, j'applique le principe de quantité de mouvement, je vais aboutir au même résultat. Car d'après le principe de quantité de mouvement, qu'est-ce qu'on peut écrire? Quantité de mouvement initiale, masse fois vitesse de O, selon, ici on l'applique suivant X premièrement, MVOX plus, vous arrivez à voir ou vous voulez que j'agrandisse, je fais zoom un peu? لا ماشي الحال. ماشي الحال. Ok. Alors, lorsque j'applique ce principe de quantité de mouvement, j'ai que la quantité de mouvement initiale est nulle. Une seconde. Ok. Et j'ai que la quantité de mouvement final aussi est nulle. Alors, ce qui va se passer, ces deux termes vont être égaux à 0.
je vais arriver au résultat que intégrale entre T1 et T2 de somme des forces égale à 0, ce qui est équivalent à somme des forces suivant X égale à 0. OK? Alors, d'après ce résultat, je peux trouver une relation entre FAB et N. Car si je fais la projection des forces sur X, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir plus N moins FAB fois cosinus de cet angle-là. Cet angle, le cosinus de cet angle est égal à 5 sur 13. Ils nous ont donné ici les dimensions dans un triangle. Je peux trouver l'angle alors. 1 des 5 suivant X, 12 suivant Y. Alors, d'après le théorème de Pythagore, cette longueur est égale à 13. Et je peux faire que le cosinus de cet angle, c'est 5 sur 13. OK? Alors, maintenant, d'après ce résultat, j'obtiens une relation entre FAB et N. Et ça, c'est mon équation numéro 1. Alors, comme vous voyez ici, le principe de quantité de mouvement suivant X est équivalent à somme des Fx égale à 0. Car quand je fais intégrale dt, les forces sont constantes. Je prends delta t en facteur. Delta t égale à 6. Si vous prenez 6 en facteur, ça va être simplifié. Et je vais avoir tout simplement le résultat que somme des Fx égale 0. Maintenant, si j'applique le principe de quantité de mouvement suivant Y, aussi c'est équivalent à somme des Fy égale à 0. Suivant Y, qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids, j'ai la projection de FAB sur la verticale, c'est plus FAB fois 12 sur 13, sinus de cet angle. J'ai plus P, OK? Et j'ai plus la force de frottement qui est égale à 0,2 fois 1. Alors, dans ce cas, j'obtiens une autre relation entre N et FAB. OK? Alors, maintenant, j'ai deux équations à deux inconnus, N et FAB. Alors, je peux trouver mes forces. Maintenant, j'ai trouvé toutes mes forces. Il me reste à trouver la vitesse angulaire à l'état final. Pour trouver la vitesse angulaire à l'état final, maintenant, je peux penser à quoi? Qu'est-ce que je dois utiliser maintenant? On va utiliser moment inertie à l'instant 2 égale moment d'inertie à l'instant 1 plus intégrale des sommes de moments. Moment cinétique, OK? Pas moment Cinétique, dynamique. oui, sorry. OK? On doit utiliser le principe du moment cinétique entre l'instant initial et l'instant final. OK? Alors ici, on a une rotation autour d'un point fixe, n'est-ce pas? Qui est le point O. Alors tout simplement, on peut dire que IO oméga 1 plus somme intégrale des moments autour de ODT égale IO oméga 2, qui est le moment cinétique à l'état final. Alors ça, c'est le moment cinétique à l'état final. C'est le moment cinétique à l'état initial. Et ça, c'est les impulsions angulaires. N'est-ce pas? Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appliquer ce théorème. La seule inconnue, c'est oméga 2, oméga final. Alors, je dois trouver le moment des forces autour du point O. OK? Et faire intégrale MO dt. Maintenant, je sais qu'à l'état initial, le système démarre du repos. Comme le système démarre du repos, alors oméga 1 est nul. Alors, ce terme va être simplifié. Maintenant, pour intégrale MO dt, ici, toutes vos forces sont constantes. Comme toutes vos forces sont constantes, alors, ce qui va se passer, que juste, je peux prendre delta t en facteur. Mais quand les forces sont constantes, les moments aussi vont être constants, je peux les prendre à l'extérieur de l'intégrale. Alors, je peux écrire somme des moments autour de O fois delta t. Fois delta t. Alors, si je regarde ma figure, aussi, bien sûr, je dois prendre un sens positif pour les moments. Par exemple, ici, vous pouvez choisir n'importe quel sens. Si vous considérez le sens positif, le sens contraire aux aiguilles d'une montre, vous signalez cela à côté de votre équation et maintenant vous appliquez
on a le moment de P est positif. Je dois juste faire P fois le rayon. Le poids et FAB n'ont aucun moment car ils passent par O. Aussi, la normale N n'a pas de moment. Alors, il reste seulement la force de frottement. Et la force de frottement va opposer la rotation. Elle va avoir un moment qui oppose le moment de P. Alors, je vais avoir moins 0,2 N fois le rayon. Alors, ça, c'est somme des moments autour de O. Et je multiplie par delta T qui est égal à 6. Égale à l'inertie par rapport à O fois oméga 2. Pour l'inertie par rapport à O, ils nous ont donné le rayon de giration. Alors, IO, c'est tout simplement la masse du disque fois le rayon de giration par rapport à O au carré. Alors, la seule inconnue dans cette équation, c'est oméga. Je peux trouver la vitesse angulaire finie. OK? Question sur cette partie? Oui. دكتور Oui. إذا الفورس ما كانوا كونستانت شو بنعمل؟ إذا الفورس ما كانت constante, نعمل intégration. يعني مثلا أوقات بيعطونا la force en fonction du temps. OK? S'il vous donne l'expression de la force en fonction du temps, comment elle varie avec le temps, tu fais une intégrale. Et tu remplaces F par sa fonction de temps et tu effectues l'intégrale. OK? OK. Autre question sur ce problème? OK. Alors, on passe à un autre problème. Je vais agrandir un peu, c'est meilleur. OK. Alors. Dans ce système-là, on a une barre de masse M qui est suspendue en A à travers une corde. Si la barre reçoit une force horizontale qui lui donne une impulsion I au point B, déterminez le placement Y du point P autour duquel la rode apparaît en rotation durant l'impact. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette question? Dans ce problème, vous avez une barre. Ça, c'est la barre AB. Cette barre est soumise à une impulsion au point I, au point B. Et sous l'effet de cette impulsion, elle va commencer à faire une rotation. Ce qu'ils veulent, c'est de déterminer à cet instant-là, okay, la barre va apparaître en rotation autour de quel point? C'est-à-dire, ils nous demandent de trouver le centre instantané de rotation à cet instant. OK? Alors, comment on va faire l'analyse ici? Premièrement, ils ont parlé d'une impulsion. Comme ils ont parlé d'une impulsion, on doit penser au principe du moment cinétique ou de la quantité de mouvement. L'impulsion I, okay, peut être, vous pouvez avoir une impulsion linéaire, une impulsion angulaire. Alors, quand vous écrivez vos équations, vous allez voir si on a besoin d'utiliser les deux ou si on a besoin d'utiliser seulement un des deux théorèmes. Ça dépend. Alors ici, premièrement, comme d'habitude, okay, on va tracer le diagramme des forces. OK? Alors, et on va faire un peu l'analyse de ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, à cet instant, la barre est dans la position verticale, n'est-ce pas? Quelles sont les forces agissant sur cette barre? On a le poids, on a la tension, et on a une force, bien sûr, cette impulsion. Pour créer une impulsion I, on a besoin d'une force. Mais on ne connaît pas la force F, n'est-ce pas? Juste, ils nous ont donné II. C'est quoi par définition? L'impulsion I, okay, c'est intégrale F dt.
ici, si vous voulez, c'est comme un choc. En une durée très petite, on donne une impulsion. Et intégrale de F dt appliquée, c'est égal à I. Alors, on ne connaît pas la valeur de la force, ni le temps appliqué, juste on connaît l'impulsion linéaire, I. Alors, comme on ne connaît pas, si vous voulez, F, et on ne connaît pas aussi la valeur, le temps d'application, si vous voulez, de cette force. On peut dire alors, si on raisonne à cet instant, pour ne pas calculer la tension et pour ne pas entrer dans le calcul des forces, on peut dire, si on raisonne un peu et on regarde notre figure ici, on voit que la seule force produisant un moment autour de G, c'est la force résultant de l'impulsion I, n'est-ce pas? Alors, une bonne idée ici, c'est d'appliquer le principe du moment cinétique tout d'abord, car de cette façon, on n'a pas besoin de connaître l'intervalle de temps, ok? Car déjà, regardez, le poids n'a pas un moment autour de G. La tension n'a pas de moment autour de G. Juste pour l'impulsion I, ok? On peut trouver, I c'est l'impulsion linéaire. On peut déduire l'impulsion angulaire autour de G en multipliant I par la distance à G. Pourquoi? Car vous savez que I c'est intégrale F dt, n'est-ce pas? Et l'impulsion angulaire c'est quoi? C'est intégrale M dt, n'est-ce pas? Et c'est quoi M? M c'est F fois distance d'application entre la force et G, qui est ici égale à quoi? À L sur 2 fois dt, n'est-ce pas? Alors, L sur 2, je peux la prendre à l'extérieur de l'intégrale. Et alors, je peux dire que l'impulsion angulaire, c'est égal à L sur 2 fois intégrale f dt. Et intégrale f dt est connue, c'est I, n'est-ce pas? Alors, intégrale f dt, c'est égal à I. Donc, je peux remplacer intégrale f dt par I. Alors, si je commence par appliquer le principe du moment cinétique, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire l'équation suivante. Je peux dire que IG oméga 1 est nul car le système démarre du repos, n'est-ce pas? Alors, IG oméga 1, c'est 0. Plus le somme des impulsions angulaires, c'est égal à l'impulsion linéaire fois L sur 2, égale à, ok, égale à IG fois oméga 2. Maintenant, l'inertie par rapport à G pour une barre, c'est ml carré sur 12, n'est-ce pas? Alors, G est là. Alors, on peut tout de suite remplacer IG par 1 sur 12 ml carré fois oméga. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une relation, n'est-ce pas? Une relation entre l'impulsion linéaire appliquée et la vitesse angulaire donnée. Ici, ce qui va se passer, votre système était au repos. Quand vous avez appliqué cette impulsion va causer une rotation de la barre. OK? Maintenant, le temps d'application, c'est comme un choc, si vous voulez. Le temps d'application est très court. La barre n'a pas encore changé de position. Elle est encore dans cette position. Mais maintenant, dû à cette impulsion, dû à ce choc, elle va tourner. OK? Alors, tout notre raisonnement, c'est durant cette petite période où on a donné cette impulsion qui va donner une vitesse angulaire à la barre AB. On a déjà trouvé une relation entre I et oméga, mais ce n'est pas suffisant. Quelle est la question? La question, c'est de déterminer la position du centre instantané de rotation, n'est-ce pas? Alors, on va essayer, vous savez que pour trouver le centre instantané, on doit trouver une relation entre vitesse linéaire et oméga, n'est-ce pas? Si on peut trouver relation entre VG et oméga, on peut trouver alors la position du centre instantané. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant d'appliquer le principe de quantité de mouvement. OK? Alors, d'après le principe de quantité de mouvement, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que la quantité de mouvement à l'état initial plus somme des impulsions linéaires
Là, maintenant, on va appliquer suivant quelle direction? Toujours, vous devez spécifier la direction. Vous pouvez appliquer suivant X, vous pouvez appliquer suivant Y. Comme l'impulsion linéaire appliquée est suivant X et les autres impulsions, on a le poids et la tension suivant la verticale. Alors, quand vous appliquez suivant X, la seule impulsion linéaire, c'est I. OK? Alors, vous avez 0, car le système démarre du repos. Ça, c'est la quantité de mouvement suivant X à l'état 1. Plus l'impulsion linéaire suivant X, c'est seulement I. Alors, plus I égale à M VG à l'état 2, n'est-ce pas? Il y en a juste après le choc. Alors, maintenant, vous avez déjà trouvé une relation entre l'impulsion linéaire et oméga, n'est-ce pas? Alors, si vous remplacez I dans cette équation par sa valeur, qui est 1 sur 6 fois ML oméga, égale à MVG, et si on simplifie la masse, on obtient que VG est égal à L fois oméga sur 6, n'est-ce pas? OK. Maintenant, vous vous rappelez comment on trouve le centre instantané de rotation? Le centre instantané de rotation est défini de la façon suivante. Pour n'importe quel point, OK, j'ai que la vitesse d'un point est égale à la distance entre ce point et le centre instantané fois oméga, n'est-ce pas? Alors, d'après cette équation, L sur 6 représente quoi? Représente la distance. Alors, L sur 6, c'est égal à la distance entre le centre instantané de rotation et le point G, n'est-ce pas? Maintenant, comment on va savoir si le centre instantané est vers le haut ou vers le bas? On utilise la règle de la main droite. Alors, regardez, d'après ce résultat ici, VG est positif vers la droite, dans la direction de l'impulsion appliquée. Alors, si je représente la vitesse du point G ici, elle est vers la droite, n'est-ce pas? OK. Alors, d'après la règle de la main droite, comme oméga, et oméga est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Alors, pour avoir cet effet de rotation, où doit être le centre instantané d'après la règle de la main droite? Il doit être au-dessus de G. Et bien sûr, cette distance est perpendiculaire à la vitesse. La vitesse est horizontale. Alors, je dois avoir le centre instantané de rotation suivant la perpendiculaire à VG. Et il doit être à une distance L sur 6. Alors, le centre instantané de rotation est ce point-là, ici. Alors, le point P, qu'on appelle centre de percussion, okay, est à une distance L sur 6 du point G. Pourquoi le point G n'a pas une vitesse suivant Y? Qui va me dire? Il a seulement une vitesse suivant X. انه اذا كان له سلون Y ببطل في تنسيون بالفيل. لا لانه هو اذا بدكم les autres forces sont non impulsives. OK يعني انتم le temps regardez. Si vous appliquez suivant Y, اصلا le système était au repos, n'est-ce pas? Votre système était au repos اول شيء. يعني ce qui a causé ce mouvement c'est une impulsion. C'est l'impulsion linéaire I. Et cette impulsion linéaire, اصلا tension كانت عامله équilibre مع le point, n'est-ce pas? Alors, MG était en train de créer un certain équilibre suivant Y, n'est-ce pas? Maintenant, quand j'ai appliqué l'impulsion est seulement appliquée suivant X. Alors, elle va donner à cet instant une vitesse linéaire seulement suivant X, car je n'ai pas d'impulsion suivant Y. OK? Suivant Y, j'ai deux forces qui sont équilibrées. Alors, je n'ai pas un mouvement suivant Y. Mais maintenant, une fois que la barre tourne, quand elle va occuper une nouvelle position, OK? Alors maintenant, je n'ai plus un équilibre suivant Y, car j'ai la tension du fil comme ça.
et j'ai le poids vertical, ok? Je ne fais pas avoir un équilibre suivant Y. Et bien sûr, vous savez que je peux appliquer, je vais avoir des oscillations pour ma barre. Mais juste à cette position-là, à la position initiale, il y avait équilibre entre T et MG, pas de vitesse du point G suivant Y. J'ai seulement une vitesse du point G suivant X due à l'impulsion linéaire donnée. Et maintenant, une fois je laisse mon système, il va osciller. OK? Mais toute notre analyse, c'est juste à cette position-là. Question sur cette partie? OK. Alors, on passe à un autre problème. دكتور Oui? قبل ما نبلش بتاني بروبلام Oui. كنت بدي احكيكي انه انا كنت عم اشتغل بالسيسيون بالميكانيك كرمال أوكي. البارسيال. Oui. وصلت ل 2018 وكانت كتير صعبة وما كنت عم بفهم منها كتير قصص، فقلت بركي بحكيكي بنعمل بتدبري لنا سيانس نشتغلها سوا كل التلاميذ يعني معي. bien sûr, bien sûr. Juste بعت لي اياها على تيمز بكره بحل لكم يعني. اوكي؟ بكره؟ ايه يعني بعت لي اياها، انا ما معي كل السيسيونات، بعت لي اياها على تيمز اليوم، بكره عندنا سيسيون مع بعض صح؟ ايه ايه بكره بنحلها سوا. اوكي ميرسي. ويلكم. Alors, maintenant, un autre problème. Alors, dans ce problème ici, on a un petit tracteur qui a un poids de 4000 lb sans prendre en compte les roues. Mais ça, c'est son poids sans les roues. OK? Maintenant, chacune des roues a un poids de 1500 lb et un rayon de giration autour de son axe de 1,25 feet. Si on applique un couple de 300 lb feet sur A, on doit déterminer la vitesse après 10 secondes en démarrant du repos. OK. Alors, pour commencer ici, on doit faire attention que, si vous voulez, par exemple, il y a des voitures بيشدوا من ورا أو بيشدوا من قدام. Ça, c'est un exemple, OK? Pour comprendre comment le principe de transmission va travailler. Alors ici, par exemple, votre tracteur, إذا بدكم بيشد من ورا. يعني ici, ce qui va se passer, que le couple du moteur va être transmis aux roues qui sont derrière. Et les roues derrière vont transmettre cet effet aux roues en avant. Alors, on va faire l'analyse de ce système ensemble maintenant. OK? Alors, pour pouvoir faire l'analyse, toujours, comme je vous ai déjà dit, la première étape est de tracer le diagramme des forces de toutes les parties. Ici, on a trois parties principales dans ce problème. On a les roues en arrière, où le couple du moteur est transmis. On a les roues en avant. Et on a si vous voulez, le body du tracteur, le corps du tracteur. OK? Alors, maintenant, on va commencer par tracer le diagramme de ces différentes parties. Si je commence par les roues en arrière, OK? Premièrement, les roues sont reliées, si vous voulez, à la voiture à travers C. هو إذا بدكم سي مثل البن. OK? يعني juste il applique des forces suivant X et Y. Je peux avoir une rotation autour de C. Il va juste appliquer des forces suivant X et Y. Alors, j'ai les réactions en C, c'est X et c'est Y. J'ai le couple. Alors, je ne connais pas ces réactions, n'est-ce pas? C'est X et Y, si vous voulez. Il y a l'action-réaction entre le corps de la voiture ou le roue. Mais si vous revenez à la figure ici, vous voyez que
les roues en arrière sont en contact à travers ce point-là. Ils sont reliés au tracteur à travers ce point. OK? Alors, on a un pin à le point C. Alors, l'action qui va être transmise ben le corps du tracteur et la roue A va être de force X et Y. Alors, on ne connaît pas les directions de ces forces. On peut faire une supposition. OK? Et maintenant, la supposition est fausse, ce n'est pas un problème. Là, le signe va vous dire que c'était faux. Et je vais prendre ces X et Y comme ça. C'est une supposition. Elle peut être fausse. Si vous obtenez un résultat négatif, il y a une supposition غلط, فده إنه الفورس بالعكس. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire la supposition comme vous voulez. Mais une fois que vous faites la supposition, vous devez faire attention. يعني بس ناخد supposition, بدنا نمشي فيها بعدين. يعني maintenant par principe d'action-réaction, بس ناخد le système du tracteur, كيف حيكونوا c'est X et Y على التراكتور؟ حيكونوا opposés. Opposés. التراكتور كسيستم حتكون c'est X vers la droite ou c'est Y vers le haut. OK? Par action-réaction entre les deux parties. Alors, maintenant, quelles sont les autres forces qui agissent sur la roue en arrière? Alors, on a dit c'est X, c'est Y. On a le couple transmis par le moteur qui est donné. Le couple, on le connaît, 1500 lb. 300 lb par feet. Alors, ici, je mets juste 300 lb feet. Je le connais. Et j'ai aussi, bien sûr, le poids de la roue. Ils ont dit que chaque roue a un poids de 1500 lb. Et j'ai la réaction en A. Qu'est-ce que j'ai en A? En A, j'ai la normale et la force de frottement. N'est-ce pas? OK. Maintenant, ils ont dit que les roues roulent sans glissement. Alors, pourquoi la force de frottement en ce point va être comme ça? Va être vers la droite et pas vers la gauche. Qui a une idée? لأنه sans frottement يعني ستاتيك. وإذا ليكو هلا الفروتمون غير عام. شغله الفروتمون ستاتيك اذا بتعملوا له سوبوزيسيون غلط مش مشكل يعني هو لحاله بالايكواسيون بيرجع بيدلكم. المشكله بالفروتمون سينيتيك. الفروتمون سينيتيك اذا بعمل سوبوزيسيون فوس بيخرب لي كل الريزلتا لانه الفروتمون سينيتيك اي فونكسيون دو ان يعني اذا بحطه غلط ان بتتاثر بالكالكول تطلع غلط كمان. هلا مشان هيك بدنا نجرب نتعود على الريزونمون كيف نعرف الديريكسيون دي فلوتمون. اوكي هون هيدي الرو برايكم مين الدرايفنج لها؟ يعني شو اللي عم بخليها تبرم؟ Le moment, الفروتمون docteur. او الكوبل؟ الفروتمون او الكوبل؟ الكوب. Coupe, le moment. 100%. يعني هون المومون ترانسمي بار لو موتور هو الاساسي اللي عم بخلي هالرو تبرم. منشان هيك هون الفروتمون va essayer d'opposer l'action du couple. OK? حيكون vers l'avant. وهيدا الفروتمون بتعرفوا اللي بيسموه driving friction او اذا بدكم en français انه c'est un هيدا الفروتمون va aider la voiture à avancer. نحن عادة معودين انه الفروتمون oppose le mouvement. C'est vrai, ici il oppose le mouvement de rotation de la roue parce qu'il favorise le mouvement de translation de la voiture. اوكي؟ مشان هيك نحن بنقول انه السياره بتقلع